18h38 de retour dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec Jean-Pierre Raffarin. Bonsoir à vous. Bonsoir, Laurent, Monsieur bonsoir le à Premier tous. ministre, merci beaucoup d'être notre invité ce soir. Est-ce que l'état du monde vous inquiète? On va partir dans un instant au Maroc. Oh oui, bien sûr, même très inquiet. Très inquiet? Je ne vois pas vraiment d'issue dans la guerre en Ukraine. Certes, le peuple ukrainien est la première victime, mais peut-être que l'Europe sera la deuxième victime parce qu'il y a des germes de division de l'Europe sur ce sujet. Que va donner l'élection de Trump sur cette affaire? Je vois la tension qui s'accélère entre l'Iran et Israël. Je vois quand même le terrorisme qui se développe en Afrique, la tension sino-américaine qui reste forte. Donc, le tableau est plutôt sombre ce soir. Quand on regarde les situations politiques, la France, c'est pas très brillant, l'Allemagne non plus, la Grande-Bretagne non plus, l'Italie non plus, les États-Unis non plus. Enfin, toutes les démocraties sont aujourd'hui extrêmement fragiles. Donc, il y a beaucoup d'inquiétudes dans la situation. On va évoquer tous ces sujets-là avec vous, Jean-Pierre Raffarin, avec Jules Thorez, Florian Tardif, qui sont sur ce plateau. Mais d'abord, on va prendre la direction du Maroc, où Emmanuel Macron est arrivé pour une visite d'État de 3 jours, avec Thomas Bonnet, qui suit ce déplacement pour nous. Thomas, quels sont les sujets au programme de ce déplacement du président de la République, qui a été accueilli à l'aéroport par le roi Mohamed VI? Bonsoir Laurence, oui, le président de la République a été reçu avec le faste que peut offrir le royaume chérifien à ses hôtes les plus importants. Et c'est le cas pour Emmanuel Macron. Et justement, c'est l'un des enjeux de cette visite marquée en actes, la concrétisation de ce rapprochement diplomatique qui est aussi passé cet été par la reconnaissance par la France de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Et donc au programme, il y aura beaucoup de rencontres, de contrats aussi qui vont être signés. Et ce, dès ce soir, notamment avec des grandes entreprises françaises qui font partie de la délégation du président de la République. Et puis il y a le dossier qui va être scruté de près, c'est celui de l'immigration, la lutte contre l'immigration illégale. On le sait, Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, veut instaurer un dialogue franc avec les pays d'origine. Il a pointé ces derniers jours l'asymétrie, le décalage entre le nombre important de visas accordés aux ressortissants marocains et le taux très faible de laissez-passer consulaires qui sont octroyés en retour. Alors la question, c'est de savoir est-ce qu'il aura le champ libre ici à Rabat pour mener ces discussions. En tout cas, on est parti maintenant pour 72 heures d'une visite d'État très importante au Maroc. Merci beaucoup Thomas Bonnet avec Sacha Robin. Qu'est-ce qu'il faut attendre, Jean-Pierre Raffarin, de cette visite d'État? À part une réconciliation, peut-être. C'est quand même très important. C'est quand même une des rares bonnes nouvelles de l'actualité. Je pense que c'est quand même très important. Cette tension avec le Maroc était vraiment contre-productive à tout point de vue. Et c'était quand même très dangereux de laisser les choses se détériorer. La faute à la France. La faute à la France. Les fautes ont été quand même un peu partagées. Il faut être prudent. Il y a eu, mais enfin, revenons pas sur le passé puisqu'on cherche la réconciliation. Et ce que je crois qui est très important, c'est que au fond, qu'est-ce qu'on peut attendre? C'est attendre la confiance. Là, tout ce voyage est fait pour rétablir la confiance. Alors ça, je crois que c'est la première des priorités. La deuxième priorité, c'est sans doute d'essayer de veiller à ce que cette réconciliation ne vienne pas perturber à l'excès les relations avec l'Algérie. Nous avons avec l'Algérie des relations qui sont très mauvaises aujourd'hui. Le président Tebboune qui devait venir en France annule ses visites, les unes après les autres d'ailleurs. Donc il y a une situation difficile. On ne peut pas durablement être en tension avec l'Algérie, qui est à nos portes, qui est un pays voisin et pour lesquels il y a des désaccords qui sont aujourd'hui très importants. Et on a des enjeux stratégiques à régler avec ces deux pays, de laisser passer consulaire pour l'expulsion des clandestins. Que ces deux sujets soient étudiés de manière séparée, qu'on n'ait pas aujourd'hui les sentiments qu'il y a des vases communicants. Je ne suis pas bien avec l'un, ça veut dire que je suis bien avec l'autre. Et donc là, je pense qu'il y a quand même une action à mener en parallèle. Donc pour ce qui est du Maroc, aujourd'hui, il y a beaucoup de liens économiques qui sont très importants. Et donc, cette visite est une bonne orientation pour l'avenir. Une question de Florian Tardif. Plus globalement, puisqu'on est sur la question des relations entre la France et le Maroc, est-ce que vous vous inquiétez du recul de l'influence européenne plus globalement en Afrique, au profit d'une influence russe, au profit d'une influence chinoise actuellement? Oui, bien sûr. Ce qui m'inquiète le plus, c'est l'influence du terrorisme. Au fond, il y a toute une sorte de terrorisme, plusieurs sortes de terrorisme qui se développent. Il y a un terrorisme nationaliste de déstabilisation des États, il y a un nationaliste étranger, avec notamment les groupes Wagner. Il y a un terrorisme, je dirais, très préoccupant de mafia, en fait. Toutes les drogues, toutes les difficultés, les trafics d'armes, etc., qui produisent de l'argent à bon marché pour un grand nombre de jeunes. Et donc, on voit bien que
l'Afrique, elle a à peu près 1 milliard de jeunes à intégrer d'ici la fin du siècle. Et on voit bien que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que le terrorisme est la filière d'intégration la plus fertile aujourd'hui pour les jeunes. Et c'est quand même extrêmement préoccupant, toutes les formes de terrorisme confondues. Donc je pense qu'il y a naturellement la Chine, des pays nouveaux qui s'y intéressent comme l'Inde et le Japon, et il y a naturellement aussi les États-Unis qui sont en train, le président Biden a un projet sur ce plan. Donc il y a aujourd'hui des pressions internationales. Je crois que là, il faut vraiment une action multilatérale pour essayer d'avoir une action désintéressée pour faire le développement de l'Afrique pour les Africains. Jean-Pierre Raffarin, on est en direct sur CNews et sur Europe 1. On évoquait Emmanuel Macron, cette visite au Maroc. Il y a une tension extrême entre Emmanuel Macron, président français, et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. La semaine dernière, Benjamin Netanyahou a affirmé sur nos antennes que son pays se battait pour l'Occident dans une guerre de civilisation contre la barbarie. Ce à quoi Emmanuel Macron lui a répondu « On ne peut pas défendre une civilisation en semant la barbarie ». Vous êtes un homme de culture, les mots ont un sens pour vous. Qu'a voulu dire Emmanuel Macron à Israël en l'accusant de barbarie? Je pense que la pratique qu'a Israël à Gaza du droit international n'est pas satisfaisante. Donc ça, c'est un point. Mais naturellement, Israël, après le 7 octobre, a été dans une situation où on lui a donné le droit, et Israël a le droit de se défendre, Israël a même le devoir de se défendre, et c'est vrai que le combat d'Israël est en partie le nôtre dans un certain nombre de cas, et je pense qu'il n'y avait pas forcément une tristesse immense en France quand le patron du Hezbollah est décédé. Donc je crois que... Mais le combat d'Israël est seulement en partie le nôtre ou totalement le nôtre, Jean-Pierre Raffarin? Bon, ça dépend la différence entre je crois qu'il est globalement le nôtre. Bon, mais il y a des comportements qu'on ne peut pas accepter. Il y a des comportements dans le droit international qu'il faut respecter. Est-ce que c'est de la barbarie? Donc, sur Gaza, il y a des éléments, des attitudes qui n'ont pas été acceptables, conformes au droit international. Ça, on peut le dire sans être non solidaire avec Israël et le peuple israélien. Acceptable, ce n'est pas barbarie. Vous me l'accordez, monsieur Raffarin? Je vous l'accorde, il y a une nuance. Très bien. Vous n'auriez pas prononcé ce mot-là? Je pense qu'il faut être aujourd'hui dans les situations de guerre extrêmement prudent et éviter des déclarations trop rapides parce qu'on arrive à se contredire. Au fond, sur cette affaire, il est très clair que nous sommes du côté d'Israël qui a été attaqué le 7 octobre et qu'il faut défendre avec une extrême fermeté. Mais ce n'est pas pour ça qu'on est favorable parce que, en ce qui concerne les droits de la guerre, je dirais, on puisse accepter n'importe quoi. Et donc, on peut dire un certain nombre de choses sans abandonner notre solidarité avec Israël et de bien considérer que ce que fait Israël vis-à-vis de l'Iran, peut-être pour la gouvernance internationale, des initiatives qui ne sont pas en tout point négatives. Jules Torres, une question. Monsieur le Premier ministre, le point de crispation entre Emmanuel Macron et Benjamin Netanyahou, il a été sur le concept de guerre de civilisation. Voilà, il y a beaucoup de sujets autour de ça. Est-ce que vous croyez que c'est véritablement une guerre de civilisation entre l'Occident, les démocraties occidentales et l'islam radical? Alors, je pense que l'islam radical est incompatible avec les démocraties occidentales. Je crois qu'il y a là vraiment une clarté qui s'impose au regard de tous. Donc, je pense que sur ce point, il faut vraiment affirmer que nous avons, avec l'islamisme radical, une situation de conflit majeur et déterminé. On a été attaqués nous-mêmes sur notre propre sol, y compris dans l'éducation nationale, avec des professeurs visés. Donc, il est clair que nous sommes dans une situation de tension maximale avec un adversaire qu'est l'islamisme radical, oui. Donc là-dessus, aucun débat. Nous avons le même ennemi. Je pense que l'islamisme radical est clairement un ennemi. Autant on peut imaginer que l'islam, et notamment un certain nombre de musulmans, font des efforts pour rendre l'islam compatible avec la République, mais au début du siècle précédent, l'Église catholique a dû faire aussi ses propres réformes pour se rendre compatible. Donc là, je crois qu'il y a un travail à faire pour se rendre compatible avec les lois de la République. Mais aujourd'hui, il est évident que l'islamisme radical est un adversaire de la République. Jean-Pierre Raffarin, parlons du budget qui est étudié dans la douleur. Oh, vous avez des sujets de gaieté ce soir. Ah ben oui, évidemment, on enchaîne tous les sujets. Est-ce que vous êtes favorable au fait que voilà, on aligne le public sur le privé en ce qui concerne les jours de carence pour les arrêts maladie? Je suis sûr que c'est un dossier sur lequel vous aviez déjà avancé.
Exactement. Quand vous étiez Premier ministre. Oh, quelle mémoire, quelle culture politique. Et oui, quand on avait fait la réforme des retraites, on avait aligné la durée de cotisation du privé sur le public. Donc, je pense qu'aligner le public et privé sur ces conditions-là, c'est quelque chose de tout à fait logique et c'est, je pense, important. Et donc, il me paraît nécessaire d'avoir des réformes de cette nature. Mais que va décider l'Assemblée nationale? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un grand désordre. L'Assemblée est en train de devenir le parti du désordre, ce qui est dangereux pour elle. Parce qu'à un moment, les Français vont se dire que c'est de l'extérieur de l'Assemblée qu'il faudra essayer, à l'extérieur de l'Assemblée qu'il faudra essayer de trouver les solutions. Donc c'est très dangereux. Mais au fond, on voit bien que ce désordre aujourd'hui fait qu'ils n'ont pas pu respecter le délai de débat. Et au fond, que très probablement, la copie du Sénat va prendre une importance forte. Et c'est avec la copie du Sénat que le gouvernement pourra proposer à l'Assemblée, sans doute par une procédure un peu expéditive, mais autorisée par la Constitution, qu'il devra naturellement se développer. Mais je trouve un peu dommage que l'Assemblée ne se rende pas compte de la situation nationale et internationale dans laquelle nous sommes et qu'il faut faire des efforts pour essayer de trouver un accord et puis se montrer capable d'agir. Car si l'Assemblée n'est pas capable d'agir, à un moment, les Français vont se dire qu'au fond, c'est plus l'Assemblée qui a un rôle éminent dans la République et ça, c'est dangereux. Alors, Florian, Monsieur le Premier ministre, on a évoqué la question des jours de carence. Concernant les jours fériés, il pourrait également y avoir un jour férié supplémentaire qui soit imposé aux travailleurs, aux actifs, donc pour potentiellement éviter que les retraités n'aient le gel de leur cotisation du 1er janvier prochain au 1er juillet. Est-ce que vous estimez qu'il est juste de faire payer aux actifs un maintien du pouvoir d'achat supérieur d'ores et déjà pour les retraités? Malgré vos pressions cordiales, je ne souhaite pas retourner à Matignon pour y mener la politique que j'y ai déjà menée, notamment pour le lundi de Pentecôte et la journée fériée. Ça n'avait pas marché. D'où ma question. Ça avait marché. La preuve, c'est que ça rapporte à peu près 3 milliards par an et que sur 20 ans, ça fait 60 milliards. Je sais bien. Et donc, quand on regarde un peu cette décision, qu'est-ce qu'elle a rapporté au pays? Elle a rapporté 60 milliards. Et donc, c'est quand même quelque chose d'important. Et donc, vous êtes l'homme qui valait 60 milliards, Jean-Pierre Raffarin. Oh oui, largement plus. Donc, je pense que, en fait, quelqu'un disait tout à l'heure que les entreprises ont payé, enfin, on a donné les entreprises la possibilité soit de payer l'impôt, soit elles-mêmes de ne pas donner le jour, de prendre la décision. En fait, certains ont préféré donner le jour et pas payer, mais ça, il y avait la liberté. Ce qui compte, c'est qu'une journée fériée peut rapporter 3 milliards par an. Donc je ne dis pas qu'il faut le refaire, ça, je ne suis pas aux affaires. Quel jour vous avez déjà fait la Pentecôte, quel jour je ne veux pas dire de ça. J'ai confiance en Michel Barnier. Michel Barnier est un Premier ministre de talent, qui n'est pas agressif, qui n'est pas arrogant, donc il étudie toutes les situations et je fais tout à fait confiance à sa décision et je ne plaide pas pour un retour au passé. Gilles Torres, qui est tourné vers l'avenir. Absolument. Pour faire vers la jeunesse. Michel Barnier, il aurait pu utiliser le 49.3 très rapidement, mais il ne veut pas le faire parce qu'il y est très hostile. Vous n'êtes pas du tout le recordman du 49.3. Si ma mémoire est bonne, vous ne l'avez utilisé que 2 fois. On est très loin des 28 d'Elisabeth Borne. Mais que pensez-vous de ce 49.3 dont les Français aujourd'hui sont très hostiles, mais qui pourtant permet de faire avancer les débats? Moi, je suis un républicain. Qu'est-ce que c'est qu'un républicain? C'est quelqu'un qui accepte les lois de la République. Et dans les lois de la République, la loi principale, c'est la Constitution. Et la Constitution propose au gouvernement le 49.3 quand il est dans une situation d'impasse. Donc quand on est dans une situation d'impasse, ce qui est le cas, qu'on se serve de la Constitution, ça me paraît tout à fait faisable. Et je trouve que le Premier ministre a raison de laisser le Sénat s'exprimer, car le Sénat va proposer des amendements. Peut-être qu'il y a des amendements qui seront utiles au texte, il y a probablement des améliorations possibles, et que le texte qui sera présenté ensuite par le gouvernement devant les 2 chambres sera un texte qui tiendra compte et de l'Assemblée et du Sénat. Donc ça me paraît être la seule solution. Mais c'est une solution qui est imposée par le trouble à l'Assemblée, plus que par la volonté du gouvernement. Mais où trouver des économies, Jean-Pierre Raffarin? L'effort demandé est colossal et il est normal parce qu'il va falloir assainir notre dette publique. Comment faire pour trouver ces milliards d'économies, si ce n'est en hausse d'impôts? Il faut éviter les hausses d'impôts, évidemment. Il y en aura.
Il y en aura, mais je pense qu'il faut les éviter. C'est normal qu'il y ait une contribution de tous à un effort qui est nécessaire pour l'ensemble du pays. Regardez ce qu'a fait le Portugal, regardez ce qu'ont fait un certain nombre de pays. En 2-3 ans, ils ont redressé leurs comptes publics avec des décisions courageuses. C'est quelque chose qui est faisable. Il y a une épargne qui est très très forte en France. C'est ce qui nous protège. Si on a des bonnes notes, si on n'est pas déclassé aujourd'hui, c'est à cause de ça. C'est à cause de l'épargne des Français en grande partie. Donc parce qu'on a une capacité. C'est encore un pays très très crédible. Donc je pense qu'on puisse participer tous, c'est quelque chose de raisonnable. Mais je pense qu'il ne faut pas s'en prendre à les forces économiques. On a réussi à baisser le chômage, on a réussi à créer des jeunes entreprises, on a réussi à développer un peu d'innovation. Tout n'est pas bon dans le bilan Macron, sans doute. Mais sur cette politique-là, je crois que la politique, disons, pro-business, est une politique positive. Et donc, je crois qu'il ne faut pas reculer sur cette politique parce qu'on a besoin d'un tissu économique dynamique et puissant. Florian Tardif. En 2019, justement, vous abordiez le bilan d'Emmanuel Macron. Vous disiez de ce dernier que vous étiez d'accord avec lui sur le constat, la vision et le projet. Est-ce que vous avez été déçu ? Écoutez, c'est pas maintenant que je vais rajouter des critiques à toutes celles qu'on reçoit. On ne tire pas sur l'ambulance ? Je trouve... Pardon ? On ne tire pas sur l'ambulance ? Non, c'est pas ça. On ne tire pas contre ses institutions et contre son pays. Donc, aujourd'hui, on est dans une situation difficile. Vous vous rendez compte, on n'a jamais connu cela. Le président n'a pas de majorité. Le Premier ministre n'a pas de majorité. Aucun parti de l'opposition n'a des majorités. Donc, on est dans une situation, on est un corps sans tête. Donc, on est dans des difficultés majeures. Donc, ce n'est pas le moment d'aller chercher des loises à qui que ce soit. Donc, le président, je crois, il a eu des sujets qui ont été très, très bien traités. Je pense que notamment ce goût de l'économie d'avenir qu'il a développé, de Choose France, tout ce qui était pro-business est très, très positif. Je vois bien que tout ça a été quand même concentré à Paris, concentré dans les institutions. C'était très peu décentralisateur. Les territoires ont besoin de vivre, ils ont besoin de liberté. Il faut quand même ouvrir les fenêtres un peu de cette République française qui est beaucoup trop jacobine. Donc il y avait un certain nombre de choses que moi j'aurais préféré qu'il fasse. Mais au fond, aujourd'hui, voyons le point positif et puis travaillons sur ce qu'il faut corriger. Jean-Pierre Raffarin, est-ce que Bruno Retailleau est l'homme fort du gouvernement pour vous ? Vous le connaissez bien. Il a décidé de prendre les sujets sécuritaires, régaliens à bras-le-corps. Aura-t-il les moyens d'aller au bout de ces sujets-là ? Écoutez, c'est un type bien. Moi, je l'ai eu comme président de groupe. Je sais ce qu'il est. Il sait écouter. Il n'est pas prétentieux. C'est un travailleur. Il est cultivé. Il connaît les territoires profonds. Il connaît ce Grand Ouest par cœur. Donc, c'est quand même quelqu'un, naturellement, il est conservateur. Bon, mais je veux dire, avoir des convictions, c'est pas une pathologie dans une démocratie. À partir du moment où on les affiche et qu'on les défend. Donc là, moi, je pense, je n'ai pas toujours sur tous les points de vue le même point de vue que lui, mais c'est quelqu'un de tout à fait respectable et de tout à fait, je crois, efficace quand il est au travail. Donc je lui fais plutôt confiance sur ces sujets, parce que sur ces sujets, il est clair qu'il faut être ferme, qu'il faut avoir une volonté pour agir pour la sécurité des Français, pour la maîtrise de l'immigration, et je pense que c'est quelqu'un comme lui qui a du contenu, qui a une éthique personnelle et qu'il est capable de poser une politique qui soit acceptable par une majorité de Français. Mais sera-t-il soutenu au plus haut niveau de l'État ? On va voir. Mais en ce qui concerne mon petit rôle, je le soutiens plutôt. Bon, très bien. Eh bien, merci beaucoup. Ça ne sera peut-être pas suffisant, mais en tout cas, il a mon soutien et mon amitié. Merci beaucoup, Jean-Pierre Raffarin, d'être venu ce soir dans Punchline sur CNews et Europe 1. Merci à Jules Torres, Florian Tardif de m'avoir accompagné. Dans un instant, Pierre de Villeneuve sur Europe 1 pour Europe 1 Soir, Christine Kelly pour Face à l'info sur CNews. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes.